Donc j'imagine que les gens qui sont ici vont, je l'espère, participer au concours. Donc il faudra rendre vos dossiers à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine entre le 11 janvier 2016 à 10 h et le 14 janvier à 16 h. Donc c'est les dates du premier rendu. Sur le site internet, cette année, le concours est totalement gratuit et vous pouvez télécharger entièrement le dossier. Donc le dossier administratif et le dossier projet se rendent pendant ces dates, pendant ces 2 jours. Il n'y a pas de préinscription, tout se rend au même moment. Une fois qu'on recevra vos dossiers, il y aura un comité d'experts assez nombreux et on sélectionnera parmi tous les projets une trentaine de projets et vous serez déjà, enfin ces 30 projets seront déjà accompagnés de conseils. Donc l'école supérieure du bois, il y aura des étudiants ingénieurs qui pourront vous conseiller. Il y aura aussi des juristes qui pourront vous conseiller et d'autres personnes qui seront disponibles pour répondre à vos questions et vous orienter. Et vous aurez à peu près un grand mois pour rendre la phase 2 du concours au grand jury. Et donc, c'est Rudy Bord qui est le président et il y aura d'autres personnes. Et ensuite, un certain nombre de projets seront sélectionnés. Et le prix du concours, comme vous le savez, c'est toujours la même chose avec Minnie Mouse, c'est pouvoir faire. Et donc, pendant un peu moins de 15 jours, vous serez invité à l'école supérieure de Nantes, du bois, l'école du bois de Nantes, excusez-moi. Et je me trompe à chaque fois. Je vais toujours mettre supérieur, mais excusez-moi. Bon, il vaut mieux pas mettre inférieur. Et donc, pendant 15 jours, avec des ingénieurs, dans leur magnifique atelier, parce que c'est vraiment un endroit absolument exceptionnel, vous allez réaliser des maquettes et des détails à l'échelle 1 des projets. Et ensuite, il y aura exposition, catalogue. Et l'objectif est, en 2017, de réaliser plusieurs des projets à l'échelle 1 et que la filière bois et les industriels se joignent à nous dans cette aventure. Je voulais juste préciser, cette année, vous avez peut-être, enfin, j'espère que vous avez quand même regardé le sujet. La grande nouveauté du concours, c'est que nous proposons des sites. Il y a 3 sites d'intervention. Il faut répondre sur les 3 sites, car on voulait absolument pas que vous proposiez un projet autonome comme ça, qui tombe du ciel, d'une cellule d'habitation. Mais on voulait absolument que vous testiez vos projets sur 3 sites d'intervention qui sont un petit peu différents pour voir comment vos projets peuvent s'adapter aux différentes situations. Donc ça, il faut vraiment répondre quand vous rendez le projet. Il faut donner les réponses sur les 3 sites. Il ne faut pas choisir un site. Il faut absolument qu'il puisse s'adapter aux 3 sites. Moi, je voudrais simplement rappeler quelques éléments fondamentaux, peut-être les enjeux peut-être les plus importants dans le cadre de ce concours et notamment après ces 2 journées très intenses de réflexion et de témoignage, et notamment la question qui est revenue sans cesse, celle évidemment de la norme. Il semblerait qu'en France, si on veut remplir réellement un programme de bâtiments, enfin de logements sociaux, les moyens sont énormes. Et donc, quand on n'arrive pas à avoir ces moyens, eh ben, l'autre alternative, c'est le bidonville. Donc, depuis le début avec Fiona, on pense que il y a tout un intermédiaire à interroger, qui passe par ce qu'on a nommé habitat temporaire et modulaire, qui peut être lu de différentes manières, à la fois techniques, mais aussi dans une temporalité sociale. Donc, je pense que nous, ce qui nous importe, c'est évidemment des très beaux projets, forts, pertinents,
mais en même temps qui, comme ça a été dit ce matin, s'ils interrogent, s'ils remettent en cause la norme, ils l'interrogent. Et les propositions qui seront faites devront être des propositions raisonnées, puissantes, qui démontrent qu'il y a peut-être une manière là de faire évoluer la norme sur tel ou tel point. Un autre point extrêmement important, et qui a été peut-être rappelé plus aujourd'hui, puisqu'on a abordé les questions techniques, c'est la question des hybridations des métiers. Évidemment, je pense que à travers ce concours, il y a aussi une vraie expérimentation sur les protocoles de fabrication, de conception, et en ça, la figure évidemment de prouver est déterminante. Mais il est impératif de penser ces unités d'habitation dans l'intégralité d'un projet de vie. C'est-à-dire que et l'exemple ce matin qui a été donné par Jean-Charles Huette sur la parclose qui en même temps sert d'accroche de simèse donc là il y a un jeu sur un double emploi d'une pièce qui a été pensée dans la plus grande économie, dans la plus grande intelligence. Donc je pense que cette intelligence constructive, elle doit servir aussi un projet global, un projet de vie. Et effectivement, je pense qu'on a pris conscience avec Fiona du fait que ces unités de vie doivent être entièrement équipées. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui vont être dans cette temporalité puissent d'emblée trouver un lieu de vie qui réponde à tous les besoins. Et voilà. Donc c'était ces deux grands conseils que je voulais vous donner. Et puis c'est tout. Oui, parce que j'en avais pas pris aussi conscience que ça, mais mardi à Nantes, on nous a bien rappelé que les gens qui sont en grande précarité, si vous leur offrez un logement, ils peuvent pas s'offrir les meubles. Je veux dire, acheter un lit, des armoires, etc. Et souvent, ils restent dans ce type d'habitat un peu de temps. Donc, s'ils doivent se payer un déménagement, un garde-meubles, etc., c'est pas possible. Donc, il faut absolument, et ça, je pense que par rapport au VIA et le lien avec le VIA et toute la filière ameublement, il faut absolument que ça soit un projet global, total, où l'aménagement, le mobilier soit intégré à l'architecture. Peut-être on va demander à la salle s'ils ont des questions, parce que c'est peut-être le dernier moment où ils peuvent nous en poser. Et ensuite, on passera la parole au président du jury. Oui, simplement une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Je voudrais ajouter que Nantes Métropole est partenaire du concours et s'est engagé avec nous. Moi, je représente la DIAL, la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement. Nous avons contribué à la réalisation de ce concours. Et Nantes Métropole donc, souhaite réaliser plus qu'à l'échelle 1, un prototype, mais un ensemble de projets. Et nous espérons un ensemble de modules pour un espace, pour aménager un espace. Et c'est quand même extrêmement important puisqu'il y a des financements importants et je pense que c'est vraiment un atout extrêmement intéressant pour les jeunes architectes qui démarrent leur carrière. Voilà, donc c'est quand même un projet qui peut être extrêmement porteur pour de jeunes archis, réaliser un espace d'aménagement avec plusieurs unités d'habitation. Et si ces projets fonctionnent, je pense qu'il y a un vrai marché. Vous l'avez compris, au niveau national. Les archis et les designers. Et designers, oui. bien sûr. Et les ingénieurs. En effet, il y a une dizaine de familles qui sont quai Wilson sur l'île de Nantes, qui habitent actuellement dans des mobil-homes deuxième main, vraiment la qualité est correcte, mais bon, c'est pas génial. Et donc, la métropole de Nantes souhaite leur offrir un meilleur habitat et un meilleur emplacement, car ils vont les mettre rue des Marchandises, qui est extrêmement bien située vers le centre-ville. Donc, sincèrement, réaliser ces 9 à 10 logements avec un espace commun,
Ensuite, vous avez Boulevard Victor Hugo, c'est un autre site. C'est une dent creuse. Pas forcément pour des familles de bidonville, peut-être pour un autre type de population, mais qui pose la question de la verticalité de votre système, de pouvoir monter à R+1 ou R+2. Et ensuite, vous avez un site à Saint-Jean-de-Mont, et donc là, c'est la ville de Saint-Denis. C'est un site de colonie de vacances. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans les villes populaires, les enfants les familles n'envoient plus leurs enfants en colonie de vacances, pour plein de raisons. Et donc, la ville de Saint-Denis souhaiterait créer des sortes de gîtes ruraux pour que les familles de Saint-Denis et d'autres familles d'ailleurs puissent passer de bonnes vacances. Et donc, on souhaiterait que les logements que vous proposez pour ces familles puissent aussi servir à des familles pour passer de chouettes vacances. Donc, surtout de ne pas stigmatiser le module que vous proposez. Alors, pour l'instant, Saint-Denis, on est en train de chercher un partenaire parce qu'il souhaite vraiment réaliser ce gîte ou ces gîtes parce qu'il y aurait la possibilité d'en faire 10. Et ils demandent aussi sur leur site d'en placer 10 et un espace commun couvert où les familles peuvent faire des barbecues, des fêtes, un peu un espace ouvert et se retrouver, pas être repliées entre elles uniquement dans leur maisonnette. Toutes les fiches des sites expliquent les volontés des villes. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une question extrêmement pratique, mais c'était par rapport aux maquettes. Est-ce qu'on doit les envoyer avec le projet ou simplement faire différentes photographies ? Alors cette année, si vous avez bien regardé le site, pour la première phase du concours, il n'y a pas de maquette. C'est simplement un dossier technique, il n'y a même pas de planche de concours. On vous demande un beau dossier qui explique votre projet avec pas mal de pages. Et ça sera pour la phase 2 du concours, c'est-à-dire les 30 à 50 sélectionnés. Vous aurez un mois pour fignoler votre maquette, parce que là, pour le grand jury, il nous faudra une maquette, il nous faudra un panneau et votre projet amélioré. Mais pour la première phase, on vous demande plutôt un cahier technique. Donc la première phase est beaucoup plus légère que les années précédentes, parce c'est vrai que jusqu'à Minnie Mouse 4, nous demandions une maquette. Oui, vous demandez à ce que le projet soit économique. On entendait tout à l'heure des coûts de 1 900 € du mètre carré. Pour vous, quelle est à peu près une fourchette de prix pour ce projet-là ? Celui-là, parce que l'idée, ça dépend. Après, il y aura peut-être des projets d'autoconstruction, des kits où vous allez proposer des choses avec des planches et il y a plein de choses de possibles. Mais on souhaiterait quand même que les industriels du bois puissent, fabriquer en nombre certains des modules. Pas simplement pour les sites qu'on propose, mais pour d'autres villes. Parce que des villes, vous voyez, pour les migrants, on pourrait dire que chaque ville aura un certain nombre de modules comme ça en attente, pourrait être d'une aide extraordinaire pour les 10 millions de personnes concernées par le mal logement en France. Et donc, il faut, comme on veut des choses qui soient pas une cabane en bois qu'on trouve chez Castorama, parce qu'une cabane en bois chez Castorama, on en trouve à 1500, 2000 €. Là, on veut quelque chose qui soit digne, c'est-à-dire que l'isolation phonique, que l'isolation thermique, que ça puisse répondre à l'APL, c'est-à-dire que les pièces fassent 9 mètres carrés et qu'il y ait des sanitaires et une cuisine. Donc, c'est des industriels du bois français parce qu'on veut réaliser en France, on ne veut pas des choses faites à l'autre bout de la planète. Donc, il faut qu'on soit raisonnable parce qu'on veut que les industries françaises s'en sortent, que les ouvriers gagnent bien leur vie. On va pas. Donc, on va rester dans les prix made in France. Je sais pas, Michel.
Alors j'ai 3 questions. La première, c'est en moyenne chaque année, combien de dossiers est-ce que vous recevez ? Ah. Pourquoi ? On reçoit, déjà c'est en biennale, et il y a des fois des années, ça fait depuis 2003 qu'on fait le concours, et on en est à la 6e édition, donc on est en moyenne entre 2 ans à 2 ans et demi à chaque session. Pour ma cantine en ville, la dernière édition, on a dû recevoir 400 dossiers. Donc il y a beaucoup de gens. Là, c'est un sujet très compliqué. Et c'est des dossiers qui sont rendus par équipe. Voilà, mais là, on a ouvert cette année, comme vous avez entendu, à la Suisse et à la Belgique. Donc on ne sait pas vraiment et à la Tunisie. On ne sait pas trop s'ils vont répondre. Mais on espère... vous savez, il y a beaucoup d'enseignants et tout ça. En fait, on se retrouve souvent avec des familles de projets. Parce qu'il n'y a pas parfois 10 000 solutions. Et donc, on va essayer de choisir dans les 30 à 40 jusqu'à 50 pour la deuxième phase, les meilleurs des différentes familles de projets. On ne va pas prendre qu'une famille de projets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la diversité des réponses. Et donc, ce comité d'experts va un peu classer les projets par famille de réponses. Donc, il y en a qui sont parfois... il y aura même une catégorie qui sera hors concours, totalement farfelue, hors sujet. Mais parfois, dans ceux-là, il y a des choses intéressantes. Et peut-être on en sélectionnera dans cette hors catégorie. Et ensuite, il y en a, on va dire, très économiques, très ingénieux, très participatifs, j'en sais rien. Et donc... Et ensuite, il y a cette... Par contre, pour la deuxième phase du concours, on n'en sélectionnait que 5 pour aller à Nantes. Et cette année, notre objectif, et je croise les doigts qu'on puisse le faire financièrement, c'est de suivre 10 équipes. Donc en fait, on va avoir plus de projets à la fin que les années précédentes. D'accord. Ensuite, ma deuxième question, c'est par rapport au niveau d'études pour participer au concours. Sur le site, vous avez écrit L3 ou plus. Est-ce que c'est possible ? Il me semble d'avoir vu que ça peut être un niveau inférieur avec un élève... L3, c'est le mandataire. Oui, d'accord. Ensuite, il peut y avoir des architectes, c'est-à-dire des niveaux plus, qui s'inscrivent avec des étudiants. Il peut y avoir des étudiants en première année qui sont avec des Master 2. Mais il faut qu'il y ait une personne de l'équipe qui réponde à ce critère et il n'y a pas de limite d'âge. D'accord. Et ensuite, c'est au niveau de la question de l'empilabilité et des étages. Il y a écrit R+3 maximum, mais on n'est pas obligé d'atteindre le R+3 pour... il faut répondre. Donc là, c'est le site Boulevard Victor Hugo. Ouais. Et donc, vous donnerez votre réponse sur l'empilabilité en fonction de Victor Hugo. Donc, si vous pouvez faire un très projet à R+2, mais ça peut aller jusqu'à R+3, mais ça peut être du R+2. Ça dépend des solutions techniques que vous donnez. D'accord. Vous voyez, si vous nous faites un R+3 et que ça ne tient pas, vous allez être éliminé d'office. Donc, c'est en fonction aussi de votre système constructif. D'accord, merci. Et j'ai cru comprendre que grâce aux techniques du bois, on peut arriver à du R+3. C'est pour ça aisément qu'avec d'autres techniques. Exactement. C'est pour ça qu'on vous a dit R+3, c'est dans l'idéal. Mais ensuite, il y a un projet architectural dans cette dent creuse. Il faut que ça corresponde à votre projet. Le projet, c'est Minnie House, c'est ça ? Est-ce que vous pensez à un nombre de mètres carrés ? Qu'est-ce que c'est une petite maison ? Dans le concours, nous avons étudié ça avec nos partenaires sociaux. C'est pas du tout nous ça a été parce qu'on a travaillé en fait. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que rue des Marchandises, les 9-10 maisons, donc il y a un projet d'architecture, mais il y a un accompagnement social qui est associé à ce projet d'architecture. Et aussi, le site est très bien placé. On n'aurait absolument pas accepté un site très mal situé pour les futurs résidents. Et on n'aurait pas accepté de faire le projet s'il n'y avait pas d'accompagnement social.
Parce qu'on sait très bien que l'objectif de ce passage dans ces maisons, c'est que ces gens rentrent dans le droit commun. Donc, et donc avec les gens des associations, la métropole, la DIAL, les questions d'obtenir l'APL, etc. La surface maximum est de 45 mètres carrés et le hasard fait qu'on est quasiment à la même surface que proposait Jean Prouvé pour la Maison des Jours Meilleurs. Donc c'est 45 mètres carrés maximum pour 44 ? Oui, 45 mètres carrés pour en Carrèze pour 4 personnes, donc aux architectes et aux designers et aux ingénieurs de jouer sur peut-être les lois Carrèze. Et ensuite, si c'est une personne, l'idée est que c'est modulable. Il y a des personnes qui ont besoin d'être logées, qui sont célibataires, des couples, des mamans qui vivent avec leur enfant à un moment donné. Donc on vous demande de décliner les différentes types de familles, mais ça sera 45 mètres carrés maximum. Et d'après ce qu'on nous a dit mardi, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie récemment, en dessous de 40 mètres carrés, on n'est pas forcé de déposer un permis de construire. Mais si on travaille avec une mairie, on arrive à négocier, on pourrait peut-être demander une dérogation pour avoir 45 mètres carrés sans permis de construire. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Si vous avez des questions, de toute façon, sur le site Minimaus, il y a une adresse. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, on vous répondra. Vous tomberez sur Anne Lagune qui est là, que je remercie vraiment parce que c'est elle qui a coordonné ces 2 journées de colloque. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des emails, pas par téléphone, surtout pas. Et on vous répondra au mieux. Chaque année, on essaye vraiment de répondre aux questions des étudiants. Donc n'hésitez pas à nous joindre. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de travail avec bonheur avec vos enseignants ou seuls sur ce concours. Je pense que les enjeux sont énormes. Et on vous demande quand même une dimension de rêve, de prospective, d'innovation. On ne veut pas des projets moroses, on veut des projets d'une génération de jeunes dynamiques, parce qu'on a vraiment besoin, je crois en France, de sortir de cette morosité généralisée, et que si chacun d'entre nous faisons des petites choses, on va réussir à s'en sortir et on va réussir à lutter contre le mal logement. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Bon. Une question là. Oui, une dernière. Oui, bonjour, excusez-moi, j'aurais une question à vous poser concernant en fait l'accessibilité PMR, notamment sur le site 2, c'est-à-dire la dent creuse en fait, dans la ville de Nantes. Vous parlez d'empilement, du coup ça remet en question en fait l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et j'aurais souhaité avoir des précisions en fait à ce niveau-là, s'il vous plaît. Dans le concours, nous n'allons pas commencer à... il y aura des modules spécifiques pour les personnes à mobilité réduite, mais là on est vraiment sur de l'urgence. Donc là pour l'instant, il y en aura des spécifiques pour ces personnes-là, mais on va être sur... il y aura peut-être un appartement en accessible pour les gens à mobilité réduite, mais au-dessus, ça sera pour des gens. On peut pas mettre d'ascenseur, donc ça sera pour des familles qui peuvent, qui n'ont pas de problème. Et c'est du logement temporaire, donc on espère que les gens ne resteront pas très très longtemps sur les 2 sites. Normalement, sur le rue des Marchandises, je crois que c'est 2 ans maximum. Parce que l'objectif, c'est qu'ils rentrent dans du logement social, dans le droit commun. Il est hors de... Enfin, c'est pas du tout du logement pour rester. Il y aura d'autres familles qui viendront. Et j'en profite pour vous poser une autre question aussi, notamment sur la superficie des éléments collectifs sur le site 3, dans la ville de Saint-Jean-de-Mont. Oui. Qu'est-ce que vous entendez en fait c'est des gîtes ruraux, c'est 10 petites... Enfin, c'est 10, entre guillemets, 10 gîtes de 45 mètres carrés. Plus un local collectif. Justement, ma question porte là-dessus, à savoir pour vous, cet espace collectif, en fait,
devrait représenter quelle superficie? Est-ce que tout le monde doit pouvoir venir en même temps? Quels sont Non, les en types fait, d'activités qu'il y a je crois dessus? qu'ils ont donné une surface. Ça doit faire c'est 1 à 2 modules et c'est surtout un grand toit. C'est la structure et que les gens puissent s'abriter et faire des activités en commun, mettre une table de ping-pong. C'est à vous d'inventer ce qu'ils peuvent faire collectif. Ça, c'est vraiment à vous d'imaginer. Un programme, en fait. On doit leur proposer un programme. Vous leur proposez un programme. Mais ils souhaiteraient quelque chose de collectif pour que les gens puissent, quand ils passent des vacances, faire des choses ensemble. Et je pense que sur le site rue des Marchandises, il faudra aussi proposer peut-être des services collectifs. D'accord. Et Ça, juste- c'est vous qui, ça, on vous donne la possibilité d'imaginer ce type de vivre ensemble, de choix. J'en profite aussi pour vous poser une dernière question, du coup. Qu'est-ce que vous appelez un habitat temporaire pour vous? C'est sur la notion de temps, en fait. Alors là, Un an, ça 6 serait mois. trop long. Non, mais notamment dans le cadre, en fait, du site 3. Bah là, donc, on en a parlé aujourd'hui. C'est du logement qui peut avoir une durabilité de 10 ans. C'est des gens qui vont y habiter. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, je vous conseille sincèrement, on a passé une journée entière mardi à parler sur la question de la définition de temporalité, sur tout ce qui était juridique et tout ce qui était symbolique. Attendez le 25 octobre pour revenir parce que c'est extrêmement complexe. Là, on va revenir. Moi, je vais revenir sur la maison de Jean Prouvé. Il avait imaginé sa maison pour une durée de 10 ans. Mais après, c'est à vous de définir ce que vous attendez par habitat temporaire. Mais nous, on a ce concours, il est en hommage à un grand monsieur. Et donc, peut-être, vous pouvez repartir sur la philosophie de ce grand monsieur, son engagement pour construire ce qui est pour vous de l'habitat temporaire. Préciser qu'à travers la notion de temporalité, c'est la question de la durabilité du bâtiment lui-même, de la matérialité, mais aussi c'est la temporalité du temps de réinsertion sociale, si tant est que ce soit un des objectifs du programme. Et aussi la réversibilité du bâtiment, c'est-à-dire que ce bâtiment, pendant 5 ans, c'est du logement et ensuite ça peut être peut-être du local associatif. Que ce bâtiment puisse ou ne puisse pas se démonter. C'est à vous, en fonction de vos projets, de décrire le scénario de cet habitat temporaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura différentes familles de projets. Si je peux juste attaquer sur ça, parce que je trouve ça peut-être un peu en liaison avec ce que je vais essayer de dire après ces 2 journées très intensives que vous avez eues. Je vais ni faire un résumé ni essayer de rebondir. Je vais essayer d'apporter peut-être une dimension qui va déplaire à certains, mais qui est la réalité. Je sors d'un voyage au Liban. Le Liban, c'est un pays de 4 millions d'habitants qui est aujourd'hui à 1,5 million de personnes qui viennent de Syrie et qui sont réfugiés dans ce pays. C'est pas une chose que le Liban avait anticipée. Donc nous ne savons absolument pas, malgré les propos des racistes et autres schizophrènes, nous ne savons pas l'avenir de ces besoins en matière d'habitat temporaire. Et c'est tout à fait possible qu'ils se multiplient par 10, 20, 100 ou 1000 malgré toutes les anxiétés qui existent en ce moment. On sait que l'Europe a accepté 1 million de personnes réfugiés. On ne sait pas le nombre de... On sait que rien que les réfugiés écologiques dans l'avenir vont être excessivement croissants. Bref, moi je suis absolument sûr que ces besoins intermédiaires, ces besoins d'habitat pour un moment, vont être beaucoup, beaucoup plus importants que ceux que l'on peut s'imaginer aujourd'hui. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de se cacher les yeux. Je crois que c'est une réalité et c'est sur cette réalité qu'il faut que vous travailliez en sachant que vous aviez
3 études de cas, mais qu'il serait intéressant que vous pensiez à une étude de cas peut-être un peu plus utopique, qui consiste à dire il y a 20 000 personnes qui ont besoin du jour au lendemain de votre maison parce que il y a un conflit, parce qu'il y a une chose vraiment urgente qui doit se passer. Et c'est là où je pense que ce concours devient vraiment intéressant. C'est là où il devient pertinent parce que c'est la réalité de notre monde et c'est la réalité de nos sociétés. Après ça, je vais être peut-être un tout petit peu plus presque moraliste, où je vais jouer au prof. Vous en avez eu, et là je m'adresse vraiment aux étudiants, je m'adresse pas aux enseignants, mais et autres personnalités. Vous en avez eu pendant ces 2 jours, bien entendu, plein les oreilles. Et maintenant, comment retourner vers l'essence du projet? Et pour moi, un des points essentiels de ce projet, c'est que vous vous imaginez vous-même être dans la situation de devoir utiliser ces habitats. Et c'est possible. C'est possible qu'on soit obligé à un moment de notre vie de se retrouver dans des situations telles que celle-là. Essayez d'imaginer que les personnes qui vont utiliser ça ne sont pas des personnes différentes de vous, c'est vous. C'est-à-dire essayez de voir, de vous rappeler qu'est-ce que c'est que de passer pas une nuit, mais 10 nuits, 1 mois, dans des lieux désagréables, dans des lieux qui ont été pensés que de par la fonctionnalité, dans des lieux qui ont été pensés, justement, la loi nous impose de faire ça, dans des lieux... C'est quoi? Et c'est là où la création, c'est là où le design, c'est là où l'architecture doit arriver à transcender cette problématique, et vous n'y arriverez pas en faisant du marketing, c'est-à-dire pas en pensant ceci sont d'autres qu'il faut arriver à, mais enfin à vous dire c'est des questions de proximité. Et ceci, mais ça tu l'as déjà dit, veut dire s'imaginer ces personnes qui peut-être sortent totalement d'un traumatisme, arrivent sans savoir exactement où elles arrivent. Je prends un peu les cas peut-être les plus difficiles, mais je pense que c'est pas inimportant de se les imaginer aussi comme ça. On sort d'un traumatisme. Qu'est-ce que c'est qu'un habitat à un moment où on a passé 6 mois dans des situations de déséquilibre? C'est, je pense, tout d'abord une sorte de refuge. C'est un refuge par rapport à l'extérieur. Et c'est quoi ce refuge? C'est comment arriver à visuellement, de par l'atmosphère, arriver à faire qu'on se sente en protection pour ces quelques années, quelques mois, pour reprendre le dessus. Et je pense que cette dimension de protection, cette dimension un peu symbolique, cette dimension de cocon, de refuge, va être assez importante, quoi. Moi, je la défendrai certainement lors du jury. C'est-à-dire toutes ces dimensions qui vont relever de la sémiotique, qui vont relever d'autres dimensions que celles qui sont purement techniques et qui, bien entendu, doivent être résolues. Mais qu'est-ce que c'est que l'élément en plus qui va faire qu'on peut arriver sans bagage ou avec très peu de bagages et passer la première nuit et pouvoir installer son enfant, bref. Je vous conseille fortement, si vous abordez cette question-là, d'aller voir des lieux qui sont des lieux de difficultés sociales. Malheureusement, notre Premier ministre a vidé et détruit d'une manière pas beaucoup mieux que le précédent
présidents des camps de Rome et des choses comme ça. Mais allez visiter, si vous en avez, allez les visiter de l'intérieur. Allez regarder comment les Roms s'installent, comment l'intérieur de leur maison sont. Et vous verrez à quel point il y a une question d'attention. Il y a une question j'ai pas grand-chose, mais je fais du mieux que je ne peux avec ces éléments qui sont à ma disposition. Et ça, dans une chambre de Formule 1, pour ne pas faire de publicité, c'est relativement difficile. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que sera le projet qui permettra à l'usager, à celui qui va s'y placer, y vivre, y être, y bien être, si possible. Comment peut-il s'installer ? Comment peut-il commencer à s'approprier ce lieu-là ? Je crois que c'est important parce que d'habitude, dès qu'on dit social, ça devient très très difficilement appropriable. Ça devient très difficile à considérer que l'on peut faire, et c'est pas pour rien que certaines catégories de personnes préfèrent avoir un bidonville qu'un HLM. Parce qu'il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, il ne s'agit pas de faire la culture du bidonville, mais il faut que nous, designers, architectes, arrivions à le placer dans cet élément. Et surprise, et je crois que ça va être la fin parce que j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup, mais surprise exceptionnelle parmi les bêtises dites par les hommes politiques, c'est en permanence dans cette... Bon, je passe, mais Anne Hidalgo, j'ai lu ça dans Le Monde d'hier, a dit à propos de logements temporaires qu'elle veut installer dans le 16e, qu'il faut que ce soit beau. Que ce n'est pas parce que c'est temporaire qu'il ne faut pas que ce soit beau. Propos courageux pour une personne politique. Et je suis tout à fait d'accord. La question de la qualité esthétique, d'après moi, elle est essentielle dans ce projet. Parce que c'est une question de crédibilisation. C'est une question de comment arriver à faire que ces personnes puissent être à nouveau estimées et donc, par cette estime, retrouver le fil de la société. Alors, beau, c'est complexe. Et je me suis posé la question de si j'étais dans cette situation, quel type de beauté je souhaiterais. Il est évident que de l'extérieur, je ne veux pas que ce soit surfait. Je ne veux pas que ce soit... c'est pas du toc. C'est de la beauté simple. Et je pense que l'exemple que vous avez pris de Jean Prouvé est à ce niveau, bien entendu, tout à fait juste. C'est de la beauté qui émane de la fonction, qui émane de ce dont on a besoin, mais plutôt que de le faire avec une ligne droite, on fera, si c'est nécessaire, une courbe, et plutôt que de prendre un matériau vraiment cheap, on pensera le matériau et on pensera le détail. Bref, on s'appliquera. Voilà. Bonne chance.